Donc, Mme Chantal Simard est infirmière et professeure. L'expérience vécue par les enfants atteints du cancer et leurs familles a toujours été au cœur des préoccupations professionnelles de Mme Simard. Et ce, depuis le début de sa carrière comme infirmière, principalement en soins oncologiques et palliatifs pédiatriques. Mme Simard est également professeure en sciences infirmières depuis 2009 à l'Université du Québec à Chicoutimi et étudiante au doctorat en sciences infirmières de l'Université Laval depuis 2012 sous la direction des professeurs Mireille Lavoie et Laurence Guillaumy. Ses travaux de recherche visent notamment à développer des programmes d'intervention clinique qui renforcent la résilience et préviennent les séquelles potentielles liées à l'expérience familiale du cancer pédiatrique. Donc, plaisir de recevoir Mme Chantal Simard. Alors, merci pour la présentation. En effet, ça me fait plaisir de vous présenter le fruit de cette thèse qui est née finalement d'une préoccupation clinique que j'avais quand je travaillais comme infirmière ici à Québec, au CHUL et à l'hôpital Sainte-Justine. J'étais préoccupée par le vécu des familles qui habitaient à l'extérieur. Et dans le cadre de cette thèse, j'ai voulu explorer ce vécu-là pour mieux améliorer les interventions. Alors, je tiens aussi, avant d'aller plus loin, à remercier le Dr Bruera pour la pertinence et son message percutant et pertinent, parce que vous allez voir que j'abonde dans ce sens dans les projets de recherche et particulièrement dans ce projet-là que je vous présente. Alors, le plan de la présentation, c'est un plan de présentation scientifique habituel. Donc, on va parler de la problématique et évidemment de tout ce qui est derrière cette thèse. Donc, la problématique, je pense que plusieurs d'entre vous ne serez pas surpris que le cancer pédiatrique, c'est la maladie potentiellement mortelle qui est la plus fréquente chez les enfants au Canada. Et elle constitue une expérience familiale traumatique qui est accentuée significativement lorsque les familles habitent à plusieurs kilomètres du centre spécialisé en oncologie pédiatrique. Et les auteurs disent que les impacts engendrés par cette situation-là exposent davantage les familles à des impacts psychosociaux négatifs si elles disposent de peu de ressources pour favoriser leur résilience. Donc, l'augmentation du taux de survie des enfants atteints de cancer, on sait que la recherche en oncologie pédiatrique a été beaucoup conduite pour guérir les enfants, ce qui est une très bonne chose. On en guérit vraiment beaucoup plus depuis que moi je suis infirmière. C'est incroyable comment le taux de survie est augmenté. Par contre, là maintenant, on s'intéresse davantage aussi, on a une préoccupation par rapport aux complications à long terme, tant physiques, psychologiques, sociales et spirituelles que ça peut avoir. Donc maintenant, on se dit que c'est une expérience traumatique, mais qui nécessite une guérison. Puis les auteurs parlent qu'il faut également que ça a un potentiel de croissance et il y a un nouveau paradigme qui est né et on se dit il faut aussi penser à la promotion d'une croissance et d'un bien-être pour que la famille et l'enfant puissent arriver à une guérison plus réelle. Et en observant ces deux concepts-là, particulièrement la croissance et le bien-être, évidemment, est surgi le concept de résilience. On va en parler un petit peu plus loin. Donc, le cancer pédiatrique, c'est l'accompagnement d'un enfant atteint de cancer, c'est extrêmement et abondamment documenté dans les écrits scientifiques. Donc, quand on lit, on se rend compte que ça a des impacts individuels et familiaux sur tous les plans. Alors, les ressources dont dispose habituellement la famille pour répondre au contre-coup de la vie ne suffisent plus pour contrer les impacts engendrés par la maladie, ce qui cause finalement ici une vulnérabilité familiale. Donc, l'accompagnement en contexte d'éloignement, curieusement, ça, c'est beaucoup moins exploré. Alors, peu d'études s'y sont intéressées de manière spécifique. J'en ai trouvé 5, 3 qui l'étudient beaucoup plus globalement, puis 2 qui s'intéressent à certaines dimensions, dont l'hébergement et les stratégies de coping ou les stratégies d'adaptation. Mais ces 5 textes-là ces 5 papiers-là viennent prouver qu'il y a une expérience qui est davantage difficile. Ce qui nous précise, c'est évidemment comme caractéristique
caractéristiques, la séparation prolongée des membres de la famille, des problèmes de communication, un fardeau fiscal, des difficultés familiales organisationnelles additionnelles. Évidemment, la conduite automobile dans des circonstances, dans des conditions routières pas toujours évidentes. On va en reparler tout à l'heure parce que c'est tous des trucs qui ont été confirmés par l'étude aussi. Des conditions d'hébergement pas toujours et d'alimentation pas toujours optimales. Et quelque chose que je vous dirais que moi, dans ma pratique, j'avais pas conscience tout le temps, c'est que lorsque les familles reviennent dans leur région d'origine, dans leur localité, ils ont une pression indue, une pression parentale quant aux soins et traitements de l'enfant. Parce que ils s'éloignent, ils sont loin du centre spécialisé. Puis évidemment, dans les localités, il n'y a pas accès à autant de ressources spécialisées pour répondre à leurs besoins. Donc, c'est un stress accentué. Donc, en somme, c'est une expérience traumatique. Les impacts touchent tout le monde dans la famille et on est rendu à vouloir se doter d'une approche beaucoup plus globale et il y a peu d'études qui s'y sont intéressées. Quand on fait de la recherche, c'est important de préciser les concepts alors qu'on étudie. Et dans le cadre de cette étude-là, la famille, pour moi, mais aussi, je veux dire, je la définis comme ça, et les auteurs la définissent comme ça, n'est pas strictement liée aux liens sanguins. Et c'est beaucoup associé aux personnes significatives qui gravitent autour de l'enfant malade, et elle est définie par les personnes qui la composent. C'est-à-dire que quand je fais le recrutement, je demande aux parents qui sont les personnes de votre famille, et ne tenez pas compte des liens sanguins, et c'est ces personnes-là que je vous invite à inviter dans le cadre des entrevues. Donc, vous allez voir que ça a donné des résultats super intéressants. Évidemment, je vous ai dit la résilience aussi familiale qui est au cœur de cette thèse-là. Dans le fond, c'est les deux cadres, c'est les lunettes à travers j'étudie ces familles-là. Et la résilience, c'est un concept qui est beaucoup galvaudé et qui est beaucoup à la mode. Je dis galvaudé parce qu'elle est appliquée à toutes les sauces. Les équipes de hockey qui ont 3 défaites en ligne, on voit souvent sur le journal, l'équipe a été résiliente, mais vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ça. La résilience, c'est beaucoup plus un processus. C'est dynamique, c'est évolutif, c'est comme l'amour, l'amitié, c'est universel à tout le monde. Et c'est secondaire à un événement traumatique. C'est là que la nuance s'établit avec l'équipe de hockey, là. Et évidemment, ça nécessite une mobilisation d'un maximum de ressources pour contrer, on a vu, les impacts, les facteurs de risque associés à la situation traumatique. Mais c'est aussi la capacité à donner un sens. Et ça, moi, je vous dirais, pour étudier ce concept-là depuis presque 8 ans, donner un sens au cancer pédiatrique, pour moi, ça n'avait pas de sens. Jusqu'au jour où j'ai fait un retour, dans mon retour aux participants, je prends la peine de vous conter ça, parce que moi, ça a donné un sens à cette notion-là. Les parents venaient de perdre leur grand garçon de 18 ans du cancer, et puis ils acceptaient de me recevoir. Puis quand je leur ai parlé de ça, le père m'a dit, après quelques secondes d'hésitation, je lui ai demandé « Qu'est-ce que ça vous fait que je vous dise qu'un jour vous allez arriver à donner un sens? » Et il m'a dit « C'est sûr, Madame Simard, j'arriverai jamais à donner un sens à sa mort, mais je vais arriver à donner un sens à sa vie. » Donc, donner un sens, c'est vraiment de tabler sur ce qui est encore possible à travers ce qui est plus possible, ce qui est souffrant. Donc, et ça fait partie de la résilience. Et évidemment, la résilience, on souhaite mobiliser des forces pour retrouver un niveau de bien-être et de qualité de vie optimale. La vie n'est plus la même. Hein? Une expérience traumatique, c'est ça. C'est un marquage dans la trajectoire de vie d'une famille, mais elle peut être encore belle. C'est ça qui est intéressant avec ce processus-là. Et c'est influencé, on l'a vu tout à l'heure avec, je vais en reparler là, avec le schéma, l'équilibre entre les facteurs de risque et de protection qui sont présents dans la situation. Donc, il y a je viens de dire que j'étudiais à travers la résilience, mais il y a 2 cadres théoriques qui guident plus particulièrement cette étude-là. Il y a l'approche de soins fondés sur les forces de Laurie Gottlieb de l'Université McGill ici au Québec, qui utilise une approche qui est centrée sur la personne, qui lui donne du pouvoir d'agir, la personne et la famille, et qui l'aide à se prendre en charge à travers un partenariat de collaboration. Comment il le fait? C'est toutes des notions qui nous
sont pas propres à ce cadre théorique-là, mais elle le fait en focusant sur les forces en place de l'enfant et de sa famille. Donc, dans le cancer pédiatrique, on place l'enfant et la famille au cœur des soins et le partenariat de collaboration, c'est la reconnaissance de leur expertise. C'est-à-dire que, je dis toujours, puis ça va un peu dans le sens de ce que Dr. Bruera disait tout à l'heure, on est tous capables, je dis toujours à mes étudiantes quand j'enseigne, je suis certaine que vous connaissez les différents types de cancers pédiatriques, mais il y a une chose que je suis certaine que vous ne connaissez pas, c'est comment la famille qui est devant vous vit le cancer pédiatrique. Et il y a autant de façons de le vivre qu'il y a de familles puis qu'il y a d'enfants. Donc, on est toujours en mode apprenant. Mais cette expertise-là que détiennent nos familles, bien, c'est important de s'y approcher puis d'observer comment ça se vit dans cette famille-là. Puis ça permet, dans le fond, d'aller chercher leurs capacités, ce qu'ils font déjà de bien, ce qu'ils ont déjà appris, etc., etc. Et ça leur redonne du pouvoir sur la situation. Donc, oui, l'approche de soins fondée sur les forces, mais c'est quoi des forces? Puis c'est quoi la résilience? Donc, j'utilise aussi le cadre de Froma Walsh, qui est une auteure américaine en travail social. Elle n'est pas infirmière, mais mais quand je me suis mis à étudier qu'est-ce qui protège les gens lorsqu'ils surmontent des épreuves, puis qu'est-ce qui nuit, ben j'ai trouvé que ce cadre théorique-là il était le plus inclusif. Je trouvais pas, tout rentrait là-dedans dans les autres auteurs. Donc, elle nous dit que quand une famille traverse une épreuve difficile, il y a trois grands processus, trois choses auxquelles on doit être attentif comme soignant et comme famille aussi. Il y a tout le système de valeurs et croyances de la famille, donc la capacité à donner un sens à ce qui nous arrive, avoir une attitude positive, être capable d'apprendre des situations qui nous arrivent et évidemment la spiritualité. Il y a toute la façon dont elle s'organise. Donc, c'est une famille flexible, il y a une belle connectivité au niveau des relations au sein de cette famille-là, puis il y a tout évidemment les ressources sociales et économiques auxquelles elle a accès. Dans le fond, c'est le coffre à outils de la résilience. Et il y a toute la façon dont elle communique. Donc, la clarté des messages et l'expression ouverte des émotions, l'approche collaborative pour résoudre les problèmes au sein de la famille aussi, c'est très protecteur. Donc, ce sont les cadres. Donc là, je me suis dit, je vais utiliser l'approche de soins fondée sur les forces de la famille pour soutenir les facteurs de protection. On les appelle les processus clés, mais c'est les facteurs de protection ou les forces des familles qui ont un enfant atteint de cancer. Et je vais travailler à trouver des stratégies qui vont permettre ça. Donc, je me suis posé les questions suivantes. Quels sont au niveau des facteurs de risque les impacts du cancer pédiatrique chez les familles qui habitent loin du centre spécialisé? Ensuite, je me suis dit, là, il faudrait que je m'intéresse aussi aux facteurs de protection. Donc, quelles sont les forces de ces familles-là qui les aident à surmonter cette situation-là? Et qu'est-ce que les infirmières aussi du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que je pense que je ne vous l'ai pas dit encore, mais je suis professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi, et l'étude des conduites en contexte d'éloignement, et c'est surtout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, 2 phases à la thèse. Donc, je cherche à développer un programme d'intervention clinique en sciences infirmières qui favorise le renforcement de la résilience familiale associée à l'expérience d'accompagnement en contexte d'éloignement du centre spécialisé. Et il y a 2 phases. Aujourd'hui, je vous présente que les résultats de la première phase, c'est-à-dire l'exploration des facteurs de risque et de protection de ces familles-là. Mais évidemment, là, ça s'est terminé cette semaine. Là. Je suis dans mes derniers... il me reste à finaliser la rédaction de la thèse, mais on a développé avec les infirmières du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les familles un programme d'intervention clinique pour améliorer ce soutien-là. Donc, comme je le dis, je vous présente plus la première phase. Donc, pour les besoins de la journée scientifique, j'expose ma méthodologie assez rapidement, par contre, parce que je voudrais avoir plus de temps pour les résultats, mais il s'agit d'une approche qualitative, descriptive, effectuée à partir d'entrevues semi-structurées, individuelles et de groupe, et j'ai procédé à une analyse des données avec NVivo, et j'ai eu le plaisir de pouvoir codifier. Il y a eu 4 codificateurs indépendants, évidemment, moi, et mes 2 directrices, et j'avais une collègue qui est excellente en oncologie pédiatrie et qui est bonne aussi en analyse qualitative, qui a pu aussi contribuer, et je la remercie. Et évidemment, tous les résultats que je vous présente sont appuyés de nombreux verbatim, et j'ai obtenu une saturation des données, mais j'ai fait le double d'entrevues parce que j'avais déjà, même après saturation, j'avais déjà un engagement, les gens voulaient participer à la recherche,
recherche, donc j'ai continué, puis finalement, c'est intéressant. Donc, l'échantillonnage non probabiliste par choix raisonné ou intentionnel à variation maximale, j'ai 3 groupes. J'ai interviewé les familles qui vivaient la famille A qui vivaient actuellement la situation d'accompagnement en contexte d'éloignement, B, les familles qui l'avaient vécu dans le passé, et aussi les infirmières. Je leur ai posé les mêmes questions. Qu'est-ce que vous pensez qui est difficile, puis qu'est-ce qui pourrait les aider, puis quelles sont leurs forces? Donc, les résultats liés à la première phase, je vous expose ici la population à l'étude, mais je veux surtout porter à votre attention que j'avais autant de familles au Lac-Saint-Jean qu'à Chicoutimi. Et j'ai eu 11 familles, donc 39 membres de ces familles-là ont participé aux entrevues, 12 infirmières, et ça donne un résultat de 51 participants dans le cadre de 27 entrevues. Donc, en qualitatif, c'est super intéressant. J'étais très, très contente du résultat. Et au niveau du profil des personnes participantes, pour ceux qui s'intéressent à lire les recherches en oncologie pédiatrique, souvent dans les titres, c'est annoncé que c'est des recherches familiales, mais quand on s'intéresse à l'échantillonnage, c'est souvent les parents. Alors, moi, j'avais une préoccupation d'aller au-delà des 2 parents, et comme vous pouvez le constater, j'ai des parents, des grands-parents, de la fratrie, des oncles, des tantes, j'ai même eu des grands-oncles, grandes-tantes, et des amis de la famille aussi, donc qui ont participé à ces entrevues-là. Donc, à la phase 1, au niveau des résultats, j'avais plein de choses. J'avais un contexte familial déjà difficile avant la maladie, donc ça, c'était pas lié au contexte d'éloignement. J'avais évidemment quelques données sur les impacts liés au cancer pédiatrique. Donc, moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le crunchy des impacts sur la famille liés à l'éloignement. Et vous allez voir que je me suis mis à regarder ça de plus près, ces données-là qualitatives, et à les contextualiser, puis je voyais que ce qui m'était raconté, il y avait 2 contextes d'éloignement qui sont particuliers à ces familles-là. Ils vivent quelque chose de particulier lorsqu'ils sont éloignés du SHSOP, c'est Centre spécialisé en onco, et ils vivent aussi des choses différentes, mais tout aussi difficiles lorsqu'ils sont au centre spécialisé, donc loin de leur localité. Puis à force de regarder ça de plus proche, je me suis rendu compte qu'il y a des facteurs de risque qui étaient liés aux soins dans leur localité et non pas à leurs caractéristiques familiales. Donc, on les a documentés également. Donc, je vais m'arrêter plus, vu que le programme infirmier qu'on développe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est beaucoup plus associé à l'amélioration de leur expérience lorsqu'ils sont loin du centre spécialisé. Je vais vous présenter les résultats qui sont plus propres à ça. Donc, dans les facteurs de risque familiaux, il y a au niveau de la communication, évidemment, lorsqu'ils sont loin du centre spécialisé, la communication avec le centre est difficile. Donc, les moyens sont difficiles. Au niveau des activités de la vie familiale et des activités signifiantes là, qui leur font du bien, il y a souvent des cancellations parce que quand tu es hospitalisé plus loin, au niveau local, si grand-maman fêtait ses 50 ans puis grand-papa de mariage, on peut pas y aller. Donc, c'est un peu ça. Système de valeurs et croyances, il y a une surcharge émotionnelle impressionnante et il faut se rappeler, et ça, j'en avais pas connaissance quand j'étais infirmière au chevet, à quel point ces gens-là vont conduire toujours en mode de surcharge émotionnelle. Ils prennent la route, là, ou bien c'est lors du diagnostic, puis le matin, ils ont eu le diagnostic et le soir, ils sont dans le centre spécialisé, puis ils allaient juste pour un contrôle. Ils ne pensaient pas se faire dire que l'enfant avait un cancer. Donc, c'est non seulement toute la réorganisation précipitée de la vie familiale, mais c'est aussi qu'ils conduisent avec cette surcharge émotive-là sur la route. Et quand c'est pas ça, on s'en va au CHU Sainte-Justine, ou en tout cas au centre spécialisé ou à Québec, pour le contrôle, pour voir est-ce que la maladie est contrôlée. Alors ça aussi, ça donne le chèque aux parents, puis à la famille, ils conduisent dans ce contexte-là également. Il y a une perte de sens également qui est vécue, tant lors du diagnostic lié à l'inconnu puis à cette toute réorganisation-là qui est précipitée, mais aussi lorsqu'ils reviennent dans la région, puis ça aussi, je n'avais jamais réalisé ça, quand ils passent 6 à 8 semaines en moyenne, les familles dans les centres spécialisés, ils viennent qu'à se sentir normal dans leur anormalité. C'est-à-dire qu'ils viennent qu'ils sont sur une unité d'oncologie, puis les petits-enfants, ils n'ont pas de cheveux, puis tout le monde partage le même vécu. Fait qu'après 6 à 8 semaines, on commence à se trouver normal parmi ces
ces personnes-là. Sauf que quand ils reviennent dans la localité, ils sont sur les unités de soins ou dans les cliniques externes, mélangés avec des enfants qui viennent pour de l'asthme ou donc qui ont des cheveux, qui n'ont pas la même réalité, qui n'ont pas une épine Damoclès au-dessus de la tête au niveau de la maladie potentiellement mortelle. Et les familles m'ont témoigné que ça faisait vraiment un effet rebond. Et ça les replonge dans leur peine et dans leur perte de sens. Il y a aussi le fait qu'ils sentent que, comme ils sont dans la localité, mais qu'ils ne sont pas proches du centre spécialisé, ils ne se sentent pas affiliés à aucun vraiment CH, aucun centre hospitalier. Fait que ça aussi, pour eux, c'est difficile. Au niveau des modes d'organisation, je viens de vous en parler, c'est toujours dépendant de la formule sanguine, premièrement, puis des examens pré-transfert avant d'aller pour les vérifications dans les grands centres. Fait que tout le monde est organisé. Oups, la formule sanguine n'est pas belle. Grand-maman est obligée de retourner chez elle. Elle venait garder les enfants. Fait que, puis ça fait en sorte que le traitement est reporté. Puis là, oups, nous, c'est le parc des Laurentides. C'est pas pour rien que je vous l'ai mis. C'est vraiment ça, l'hiver, là. Puis même, il est beau là-dessus. Là. Il y a des fois où on voit rien. Alors, c'est là, la semaine d'après, c'est le parc qui est pas beau. Donc, voyez-vous que c'est toujours en mode quand même assez stressant. Fardeau fiscal, c'est incroyable parce que les 6 à 8 semaines, c'est un trou dans le budget des familles qui n'est pas prévu qu'on soit riche ou pauvre. C'est des gros trous qui sont faits. Le reste, je l'ai pas mal dit. La pression parentale, c'est ressorti aussi. Comme quoi, quand ils reviennent dans la région, on ne reconnaît pas méfiance et insécurité à l'égard de l'expertise des soins, mais en même temps, les soignants ne reconnaissent pas l'expertise familiale qu'ils ont développée au contact des personnes qui vivent 24 heures sur 24 qui travaillent 24 heures sur 24 en oncopède. Fait que ça fait un choc. Lorsqu'ils se rencontrent, chacun se regarde avec méfiance et ça donne rien de positif, alors que si on fait un vrai partenariat de collaboration, on va le voir tantôt, puis qu'on considère l'expertise parentale, puis que le parent sent qu'il est considéré, déjà, ça descend la tension pour tout le monde. La complexité liée au transport, je ne vous cacherai pas qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans mon étude, il y a plusieurs familles qui m'ont dit, moi, j'avais jamais été à Montréal. Québec, c'est moins pire, puis quand on est au CHU de Québec, à Auchule, l'autre bord de la rue, il y a plein de ressources, on s'entend, là, tu regardes, puis il y a un centre d'achat, clinique médicale, etc. Sortez sur le trottoir à l'hôpital Sainte-Justine, c'est quelque chose. Il y a le HEC, puis d'Atsol. À l'intérieur, il y a quand même des infrastructures, mais quand les familles arrivent de soir, puis il y a des gens qui n'avaient jamais été à Montréal, conduire dans une ville à forte densité de population, se déplacer, les stationnements, alors, voyez-vous, tout ça. Donc, ça fait en sorte que, quand on analyse ça de plus près, il y a beaucoup de facteurs de risque qui peuvent compromettre cette expérience-là et la rendre traumatique. Au niveau des facteurs liés aux soins, en passant, c'est pas des généralisations, c'est une étude qualitative, mais je voulais que toutes les nuances qui pouvaient porter risque soient décrites dans cette étude-là. Donc, ce que je vous mentionne, c'est pas des généralisations, mais des généralités, mais c'est quand même des trucs qui étaient présents. Donc, au niveau de la communication, on l'a dit tantôt, mais pour les équipes de soins locales, ça peut être difficile aussi d'avoir les bonnes informations des centres spécialisés et ça fait en sorte qu'il n'y a souvent pas des directives claires lors du transfert de l'enfant au centre spécialisé. Et ça fait en sorte que quand ils reviennent aussi, les familles doivent répéter souvent leur histoire. Ils recommencent, puis ils n'ont pas l'impression, ils ont l'impression d'être un numéro parce qu'il faut tout le temps qu'ils Bon. Après ça, le système de valeurs et croyances, au niveau, souvent, ce qui ressort, c'est que l'approche de soins est exclusivement chez les enfants. On se préoccupe très peu de comment les impacts du cancer pédiatrique chez les membres de la famille. Il y a un manque de reconnaissance, je l'ai dit tantôt, de l'expertise familiale. Au niveau des modes d'organisation, il y a un manque d'expertise, évidemment, en oncologie pédiatrique, parce que les infirmières des localités, c'est des généralistes. Donc, souvent, ils vont se former de manière autodidacte, ils vont avoir de l'inexpérience. Et là, quand j'ai commencé le projet de recherche, en 2015, les infirmières, dans un certain secteur, ce qui était prôné, c'était d'attribuer le plus d'infirmières possible à ces familles-là pour qu'ils développent, entre autres, avec le fameux porte-à-carte, le cathéter permanent sous-cutané,
l'accès veineux, je veux dire, ils essayaient d'en former le plus pour que l'enfant, quand il arrive, mais en même temps, les infirmières pouvaient être 1 an sans ouvrir le porte-à-4. Ils l'avaient fait une fois, mais là, c'était le tour de l'autre, fait que finalement, ça ne développe pas d'expertise. Ensuite, il y a des problèmes d'accès à des ressources. Un psychologue spécialisé en oncopède à Saguenay, il n'y a pas ça, là. Fait que donc, ça peut être difficile aussi. Et les démarches d'obtention sont complexes pour les familles. Difficulté d'accès à un programme aussi, c'est ressorti là, gouvernemental de soutien financier pour le fardeau fiscal. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont tout aussi des facteurs de risque importants. Évidemment, je ne peux pas passer sous le silence parce que ça s'est ressorti beaucoup. Curieusement, je marque alors qu'au centre spécialisé, les ressources, les soins, les ressources complémentaires là, sont très, très, très abondantes. Les familles me racontent que dans le premier 24-48 heures de leur entrée dans le centre spécialisé, ils voient une dizaine d'intervenants de l'équipe multidisciplinaire. Ça veut dire psychologue de ci, travailleur social, mais ils disent, on ne le sait pas si on a besoin, là, on a une brique sur la tête. Ça leur prend en moyenne, ils me disent à peu près 6 à 8 semaines avant de se sentir puis de reconnaître leurs besoins. Puis qu'est-ce qui leur arrive à eux? Ils reviennent dans leur localité, puis ils les ont pas, ces ressources-là, finalement. Donc, je veux juste porter ça à votre attention. Donc, maintenant, je vous ai parlé des facteurs de risque. Je vais regarder rapidement les facteurs de protection. Je dois juste vous dire, je vais aller rapidement là-dessus parce que tous les facteurs de risque, tous les facteurs de protection ou les forces familiales que Fromawash mentionne dans son cadre théorique ont été abondamment appuyés par les verbatims des personnes participantes. Vraiment, là, fait que je peux pas, quand même, je vous dirais clarté, cohérence des messages, une chance qu'on était unis, puis une chance on s'est... Bon, tout a été la flexibilité, l'attitude positive. Dans les 27 entrevues, j'ai la phrase suivante, « Nous autres, on a été chanceux ». Je vous le jure. Donc, nous autres, on a été chanceux, pas d'avoir le cancer pédiatrique, je suis bien d'accord, on s'entend là-dessus, mais on a été chanceux, il n'y a pas eu de complications. On a été chanceux, il n'y a pas eu de report. Ils se comparent, oui. On a été chanceux, notre enfant n'a pas été amputé. Donc, il y a une attitude positive qui se dégage de ces familles-là que j'ai interviewées qui était quand même très, très, très remarquable. La seule affaire que Fromawash n'avait pas soulevée comme facteur de protection dans son cadre, c'est la proximité physique. Et ça a été soulevé par les personnes participantes. Pour ceux qui avaient pu bénéficier que la famille s'installe dans le centre spécialisé ou qu'ils puissent être le couple ou être très, très entourés dans le centre, dans la ville éloignée, ça a été un facteur de protection puissant. Donc, c'est ce qui est de nouveau. Au niveau de ce qu'on travaille, au niveau des forces qui ont été proposées, qu'est-ce que les infirmières pourraient faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour améliorer le soutien? On parle d'accès à l'information à la famille. Donc, et avec le centre spécialisé, favoriser le corridor de communication, d'avoir une approche de soins qui est beaucoup plus centrée sur l'enfant et la famille, plus sur la famille, à une approche collaborative. Ensuite de ça, compétences infirmières en onco aussi, on propose de la formation continue, de l'accès à du matériel audiovisuel sur le cancer. Il y a des infirmières, puis dans les suggestions, évidemment, faire un stage au centre spécialisé, un système de mentorat dans la localité pour celles qui sont plus habilitées. Et au niveau de la gestion des soins, on a proposé un nombre d'enfants réduit par infirmière lorsqu'ils ont ces patients-là sous leur charge, les infirmières de la localité, d'avoir un nombre restreint d'infirmières attitrées à ces familles-là et non pas d'habiliter le maximum d'infirmières possible et évidemment d'avoir une approche interdisciplinaire. Donc, nous, vu que j'ai le temps, je vais vous donner un petit... j'ai le temps quand même. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Saguenay particulièrement, on a la chance d'avoir une clinique, c'est à ma connaissance, la seule clinique en oncologie pédiatrique en dehors des grands centres spécialisés qui est structurée tous les mardis matins à l'hôpital de Chicoutimi avec deux pédiatres qui ont fait des années supplémentaires en oncopède et qui peuvent assurer les suivis plus longtemps dans la localité qu'ailleurs. Et ils ont mis de l'avant, il y a une infirmière pivot attitrée. Ils ont aussi le service de psychologie qui a été initié. Là. Puis vu qu'on travaille en collaboration ensemble dans ce cadre de ce projet-là, dès que les résultats ont sorti, ça a été super intéressant parce qu'ils ont déjà apporté des modifications avant même que le programme, que ça soit
à Saguenay ou au lac, avant même qu'on se positionne dans le programme, il y a eu déjà des changements d'apportée. Fait que c'est vraiment intéressant. Au niveau des conclusions, au regard de ces résultats, ils viennent appuyer évidemment ce que je vous avais dit tout à l'heure des 5 textes. Ça ajoute évidemment des nuances parce qu'on va aller parler là de la résilience. On observe davantage on met davantage la lunette des facteurs de risque et de protection. Et la deuxième phase de cette thèse-là est un développement de programme et j'utilise l'approche de Bartholomew et Hall, et j'avais besoin de comprendre qu'est-ce que ces familles-là vivent pour être capable de développer un programme infirmier le plus adapté à cette réalité-là possible. Et ça soulignait finalement que la proximité physique est un facteur de protection familiale fort intéressant. Alors, voilà, ça conclut, et je suis contente, d'habitude, je défonce toujours. Alors, questions, commentaires et réactions. Pas de questions. Alors, merci pour votre attention. Merci, Mme Simard, pour cette belle présentation. Et juste commenter que pour le réseau, c'est extraordinaire qu'on est en train de développer là, tout un axe axé sur les soins pédiatriques. Et je pense que ça me démontre que nous avons un réseau dynamique et dans un domaine qui a été souvent trop ignoré, la souffrance chez les enfants.